Nous sommes dans une société aujourd'hui où l'information est omniprésente. Et pourtant, c'est toujours aussi difficile de parler d'affectivité et de sexualité avec les jeunes. La sexualité pourtant est présente partout, que ce soit dans les cours de récréation, que ce soit à la télévision, sur les publicités, le programme aussi de l'éducation nationale, de temps en temps des discussions avec les parents. Et pourtant, comment aborder cette thématique ? Quand nous rencontrons le jeune en intervention, ils sont nombreux à nous dire qu'ils n'osent pas en parler avec leurs parents. Et quand nous voyons les parents, ils nous disent la même chose. Comment en parler avec nos enfants ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Quand est-ce qu'il faut le dire ? Les parents sont souvent inquiets, désemparés, parce que la sexualité, c'est quelque chose d'intime, personnel. Et en même temps, la sexualité, c'est normal. C'est un sujet normal à aborder avec ses enfants. À côté de ça, tous les éducateurs, que ce soit les parents, les éducateurs, tous ceux qui sont en charge de jeunes, ont vraiment le souci de former intellectuellement tous ces jeunes. Très bien former la tête, mais c'est important aussi de former le corps. Alors d'où viennent ces peurs ? De temps en temps, il y a la peur de faire perdre de l'innocence aux enfants, et puis que c'est peut-être pas le moment, et puis il peut y avoir aussi des blessures autour de l'affectivité, de la sexualité, pour chacun d'entre nous. À côté de ça, quand on se pose la question, peut-être qu'il est trop tard. Vous tous qui nous écoutez, vous parents, vous éducateurs, faites-vous confiance. Soyez lucides, mais n'ayez pas peur, faites-vous confiance, car vous faites déjà de l'éducation affective et sexuelle sans le savoir, par votre façon d'être, par vos attitudes, par votre façon d'entrer en dialogue avec les jeunes. Vous faites déjà une éducation affective et sexuelle. Vous transmettez des choses, par vos valeurs également. Également par votre façon d'être en couple, comment vous vous parlez, comment vous vous respectez aussi. Tout ça, c'est une éducation affective et sexuelle qui est en vous. Sachez une chose, c'est que les enfants, tous les jeunes que nous rencontrons, que ce soit des jeunes, que ce soit des adolescents, ils ont vraiment une envie de partage vraiment importante. Et aujourd'hui, ils ont tellement d'informations qui affluent qu'en fait, ils ne savent pas très bien faire le tri. Et ils ont véritablement besoin de paroles d'adultes. Vous tous qui nous écoutez, vous pouvez prendre votre place. Vous avez une place à prendre pour parler d'affectivité et de sexualité. Alors pour commencer, nous allons essayer de travailler et de comprendre quels sont tous les enjeux de la sexualité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la sexualité ? La sexualité, c'est 4 lettres. 4 lettres qui vont déchaîner toutes les passions, mais également avoir toutes les résistances. La sexualité, elle est présente de la naissance jusqu'à la mort. C'est elle qui va faire partie aussi de notre personnalité. Elle va accompagner l'adolescent tout au long de son passage. Elle va être présente également dans le couple. On comprend bien que c'est un sujet qui est délicat. Nous avons tous une vision singulière de la sexualité, qui s'est forgée au fil des années, selon nos expériences, selon notre éducation, par rapport à ce que nous vivons. La sexualité, c'est d'abord une histoire de langage. Notre corps parle, mon corps parle, il dit des choses. Je peux avoir un geste accueillant envers toi, mais je peux aussi avoir un geste fermé. Mon corps parle. Même sans dire quelque chose, tu vas savoir ce que mon corps dit, ce que j'ai envie de te dire. Eh bien, dans la sexualité, c'est exactement la même chose. Chacun a son propre langage, c'est en ça que la sexualité est singulière. C'est une manière de dire, c'est une manière de se dire, c'est une manière de manifester son ressenti, de manifester son attachement. C'est aussi un dialogue pour mieux se connaître, pour mieux connaître l'autre. C'est également chacun son plaisir, car la sexualité, c'est du plaisir. Mais nous le vivons tous de manière différente. Moi, je vais le vivre d'une manière différente. La personne en face de moi va le vivre d'une manière différente. Et nous avons aussi à découvrir nos manières différentes de vivre la sexualité. Chacun a son approche de la sexualité. La sexualité, c'est le pilier de la relation amoureuse. Ça touche à l'intimité. C'est son propre fonctionnement. Et puis, la sexualité, elle va évoluer aussi avec le temps. On n'a pas la même sexualité quand on a 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Elle s'entretient. Elle a besoin de s'inventer, de se partager, de se rencontrer. C'est une histoire qui se vit aussi à deux et on est chacun en train de regarder ensemble cette sexualité qui nous rapproche. C'est une histoire aussi singulière parce qu'elle va toucher à notre éducation, à nos valeurs, à nos expériences, nos croyances, mais également aussi nos blessures. La sexualité, ça va regarder par rapport à moi.
qu'est-ce que ça va toucher dans mon affectivité, dans ma capacité à aimer, dans ma relation à moi-même, à l'autre, la relation à mon corps, la relation au plaisir, et également à la procréation. C'est aussi quelque chose qui peut s'échanger soit seul, qui peut s'échanger aussi en couple. Posez-vous la question, quelle image moi j'ai de la sexualité? Et puis, en couple, partagez-le. Quelle image a votre conjoint sur la sexualité? Qu'est-ce que vous aimez dans la sexualité? Qu'est-ce que votre conjoint aime? Partagez-le. Plus vous arriverez à échanger en couple sur la sexualité et être au clair avec vous-même sur la sexualité, et plus vous aurez de facilité à en parler avec les jeunes. Alors nous vous proposons maintenant de réfléchir à cette éducation affective et sexuelle. Finalement, c'est quoi? Alors, quelle est la finalité de cette éducation? C'est développer la personnalité du jeune, c'est véhiculer pour lui une image positive, c'est développer sa capacité à aimer, développer sa capacité de la responsabilité, et puis aussi faire comprendre que tout ce qui se passe dans son corps qui va bouger est lié au fait de la procréation. Un jour, mon corps, s'il se transforme, c'est pour donner la vie. Une éducation affective et sexuelle, c'est une éducation de toute la personne. Je vais d'abord commencer par ce qu'elle n'est pas. Cette éducation, elle n'est pas, ou pas seulement une éducation biologique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ce n'est pas une info non plus sur la contraception, une info de prévention. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Attention. Ce n'est pas non plus une morale. Il faut pas, c'est bien, c'est pas bien. Ce n'est pas ça. Une éducation affective et sexuelle, c'est une éducation affective. Comment j'aime? Comment est-ce que j'ai envie d'aimer? C'est une éducation psychologique. Qui je suis en tant que femme, en tant qu'homme? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Il y a aussi tout un côté social. Qu'est-ce que je reçois de la société? Qu'est-ce que je laisse? C'est une éducation morale de type « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Cette éducation, elle doit être positive. Plus elle sera positive, plus elle sera acceptée par le jeune. Ça fait interroger par rapport à ce que chacun a reçu. Finalement, qu'est-ce que vous avez reçu, vous, en termes d'affectivité, de sexualité comme éducation? Qu'est-ce que vous avez envie de garder de tout ce que vous avez pu entendre, de tous les messages que vous avez entendus? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Ce qui est intéressant, c'est de travailler pour se créer son propre langage, quelque chose qui vous corresponde. Une éducation affective et sexuelle, finalement, qu'est-ce que cela comprend? Alors, d'abord, une éducation affective, une éducation pour apprendre à aimer, pour apprendre à partager, à recevoir, à offrir, mais aussi qui concerne énormément de projets. Qu'est-ce qu'est le projet de ma vie? C'est également une éducation à la vie. Ça veut dire que c'est important de parler de toutes les transformations de la puberté. Ça veut dire que notre corps est capable de donner la vie, de transmettre la vie. Ça veut dire que pour les garçons, c'est important de parler de leur éjaculation. Pour les filles, c'est important de parler de leurs règles et qu'ils puissent prendre conscience de ce corps qui se transforme et qui va donner la vie. C'est également une éducation à la féminité et à la masculinité. Être homme, être femme. C'est comprendre nos différences, nos ressemblances, nos complémentarités. Et moi-même, comment est-ce que je me positionne en tant qu'homme ou en tant que femme? C'est aussi une éducation au corps. Qu'est-ce que j'en fais de mon corps? Quel regard est-ce que je porte sur mon corps? Est-ce que je l'aime? Une éducation à la responsabilité aussi. Quand je pose un acte, quand je pose des gestes, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi et pour celui qui est en face de moi? C'est aussi une éducation au respect. Est-ce que je me respecte, moi? Est-ce que je respecte l'autre? Une éducation aussi à la confiance. Quelle confiance vous faites, vous, à votre enfant, aux jeunes que vous rencontrez par rapport à tout ce qui touche cette affectivité, sexualité? Et puis une éducation pour que l'enfant prenne confiance en lui. Plus l'enfant va se connaître, plus il va savoir identifier ce qu'il se passe dans son corps comme dans sa tête, et plus il prendra confiance en lui. Et vous, par rapport à tous ces items, que faites-vous? On vous propose de pouvoir regarder ça autour d'un camembert et puis de dire, ben voilà, ça, en tant qu'éducateur, en tant que parent, je sais le faire, ça, j'ai peut-être besoin d'y travailler. Je vous incite vraiment à essayer de travailler là-dessus. Une notion importante à transmettre aux jeunes va passer également par donner du sens à la sexualité. Cela va d'abord passer par le respect de soi.
Ce respect de soi, c'est une notion fondamentale dans cette société où tout semble permis. Comment je vis ça? Est-ce que je subis certaines choses? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'ose dire non? Ça, c'est quelque chose de fondamental à faire passer, surtout par rapport aux jeunes filles. Est-ce que j'ai le droit de dire non? Est-ce que je choisis mes actes? Tout cela, ça permet d'avoir un meilleur respect de soi-même, une meilleure estime de soi-même. Notion fondamentale dans l'amour, dans l'affectivité, dans la sexualité. Ça m'interpelle ce que tu dis. Je suis très frappée de voir que quand je suis auprès des jeunes en intervention, de regarder que ce mot respect, en fait, c'est un des premiers mots qu'ils utilisent quand on parle affectivité, sexualité. Ce respect, c'est aussi respecter soi-même, comme tu le disais très bien, mais c'est aussi respecter l'autre. C'est se poser la question sur les gestes que je vais poser. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire aussi pour l'autre? Et je raconterai volontiers cette anecdote de ce jeune garçon que j'ai rencontré là assez récemment, qui avait une quinzaine d'années. Un garçon un peu timide, et puis dans sa classe, il y a une fille qui lui plaisait trop, il kiffait pour elle, comme il me disait. Et puis, il s'est dit, non mais cette fille, il faut que j'essaye de faire quelque chose, vraiment elle me plaît trop. Et puis il y a eu un dîner de classe, alors il s'est dit, allez, je vais me lancer. Et puis il a approché la jeune fille, et puis tout s'est passé comme il voulait, et puis il l'a embrassée. Il était, mais trop peureux. Et le lundi matin, il retourne à l'école, et à l'école, tout le monde rigole dans la classe, et puis enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se rend compte que finalement, la jeune fille avait fait un pari. Et que, en fait, elle, derrière le geste qu'elle avait posé, il n'y avait vraiment aucun intérêt, et lui, c'était tellement important. Je te laisse imaginer un peu la difficulté pour ce jeune de ce qu'il a pu vivre. Et du coup, on en a beaucoup parlé en disant, mais voilà, lui, qu'est-ce qu'il mettait derrière le geste qu'il avait vis-à-vis de cette jeune fille? Et puis, elle, qu'est-ce qu'elle y mettait? C'est important de se poser ces questions-là et que le jeune se les pose. Voilà, moi je mets quelque chose derrière un geste, mais la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle y met? Qu'est-ce que ça revêt, ces gestes? Qu'est-ce qu'ils investissent? Ils investissent seulement le corps, mais où ils investissent le cœur, ils veulent pas investir aussi des idées, des envies d'aller plus loin, des projets. Parce qu'il y a une chose qui est quand même importante, c'est que le corps, il a une mémoire. Et cette mémoire, on ne peut pas la négliger. J'aime beaucoup cette image dont je parle beaucoup aux jeunes, c'est de leur dire, et ça pour vous les parents ou les éducateurs, c'est quelque chose qui est important, c'est de se dire, c'est comme deux cartons qu'on en colle et qu'on colle l'un contre l'autre. Et puis après ça, une fois qu'on veut le séparer, qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser rester des traces, en fait. Et en fait, tout ce que je vais engager avec mon corps, c'est exactement la même chose, il va en rester des traces. Je vous laisse imaginer, par exemple, si vous-même vous avez vécu des blessures ou des grosses difficultés, votre corps se rappelle de la douleur. Et là, de tout ce que vous allez investir en affectivité, sexualité, il en restera quelque chose. Donc ça, c'est important que le jeune, il en prenne conscience. D'où l'importance de donner du sens à la sexualité, à l'affectivité, à la relation qui est présente dans cette sexualité, dans cette affectivité. Et l'affectivité est vraiment très importante. Et d'ailleurs, dans la langue française, souvent il y a une confusion avec ce mot d'affectivité et ce mot aimer. Parce qu'en français, j'aime le chocolat, j'aime Raphaël, j'aime mon petit ami, j'aime le dernier film qui vient de sortir. Ce mot aimer signifie la même chose, c'est le même pour toutes ces choses différentes. Et pourtant, le degré est différent. J'aime beaucoup cette échelle de l'amour réalisée par Catherine Ben-Saïd et Jean-Yves Leloup, qui justement parle de ces différences entre l'amour désir, je te désire physiquement, mais aussi je peux t'aimer d'appétit, j'ai envie de te dévorer, chose qu'on peut dire à un petit enfant, mais je peux aussi avoir un amour tendresse, ou alors un amour harmonie, je me sens bien avec toi. Il peut y avoir aussi l'amour gratuit, l'amour agapé. Il y a toutes ces différentes notions d'amour, toutes ces différentes notes, tout ce panel différent qui fait que nous n'aimons pas toujours de la même façon. Même une personne, nous ne l'aimons pas forcément de la même manière. Cet amour peut fluctuer. Et il y a une différence qui est très importante à faire pour les jeunes et même pour nous adultes, cette différence entre le sentiment amoureux et l'amour. Quand je tombe amoureuse, il y a ce sentiment amoureux. C'est de l'ordre du coup de foudre. Je me sens attirée par l'autre.
que ce soit physiquement, que ce soit amoureusement. Il y a ce sentiment amoureux, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui va se construire. C'est un acte conscient. Aimer, c'est vouloir aimer. Auprès des jeunes aussi, c'est de travailler tout ce qui tourne autour des clichés. Se dire qu'ils sont encore extrêmement présents aujourd'hui. C'est très souvent, le jeune, il va se dire l'amour, ça aplanit tout. On a beaucoup de différences entre nous, mais ce n'est pas un problème. L'amour va tout aplanir. C'est aussi, chez certaines jeunes filles, c'est de dire toujours oui. Aimer, ça veut dire oui. C'est aussi de se dire que l'homme et la femme, de temps en temps, ils vivent une sexualité de manière différente et de se rendre compte que tout ça, c'est important de pouvoir en parler. C'est se questionner sur la conception de l'amour, sur aimer, sur la relation, sur soi-même. Parce que aimer, comme tu le disais là tout à l'heure, aimer, c'est aussi un acte de la volonté. Ça prend du temps, ça vient pas forcément tout de suite. Ça se travaille, ça s'entretient. C'est entouré de respect, de désir. Et puis, le corps aussi, il a besoin de se préparer. On en parlait aussi tout à l'heure, la sexualité, elle évolue avec le temps. Je ne veux pas vivre la même sexualité à 20 ans qu'à 50 ans. Important de faire avec les jeunes ce lien entre amour et sexualité. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de réfléchir. Qu'est-ce qu'il vous semble important de transmettre? Qu'est-ce qu'il vous semble important de dire à votre enfant? Ce dialogue, il est important. Il est très important que vous ayez ce dialogue, car à travers ça, vous allez apprendre aux jeunes à mieux se connaître, à mieux s'aimer, et donc à grandir d'une manière humaine dans son corps. Il nous semble bon de passer par l'étape de savoir qui sont ces jeunes aujourd'hui, de les connaître. Qu'est-ce que, du plus jeune enfant jusqu'à la fin de l'adolescence, qui sont-ils et qui sont-ils aujourd'hui? Alors, se dire que les jeunes, bien évidemment, ils sont tous différents. Ne pas mettre d'étiquette nous semble quelque chose de véritablement important. On va se rendre compte qu'il va y avoir des constantes entre les jeunes d'aujourd'hui et ceux d'hier, même si le contexte est différent. Mais ce contexte qui est différent va également les influencer. Et on le voit à travers leurs différentes questions. Parce que quand nous intervenons dans les écoles, les jeunes nous envoient des questions au préalable. Et ces questions-là, en fait, on travaille sur cette base-là. Et on s'est rendu compte que, en une dizaine d'années, les choses, elles avaient quand même beaucoup évolué. Alors, par rapport aux constantes, pour les plus jeunes, ils sont très curieux. Ils ont envie de savoir et donc ils posent énormément de questions. Alors ces questions, c'est comment on fait les bébés? Ça veut dire quoi être amoureux? Mais aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Et aujourd'hui, ces questions, ça va être autour de c'est quoi une fellation? Très souvent, par rapport à ces jeunes, ils ont une vision négative de la sexualité. Berk, c'est sale la sexualité. C'est une réflexion, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans leur attitude. Par rapport aux ados, leurs constantes sont toujours les mêmes. Pourquoi est-ce que ça fait souffrir la sexualité? Pourquoi les garçons ils sont comme ça? Pourquoi les filles elles sont comme ça? Et puis il y a aussi une évolution aussi. Comment jouir? Comment avoir le maximum de plaisir? Et il y a aussi des questions nouvelles qui arrivent. Est-ce qu'il faut s'épiler complètement? Est-ce que les préliminaires c'est obligatoire? Et la sodomie? Alors, tout d'abord, parlons de ces ressemblances. L'enfant, on va parler de l'enfant, on va dire jusqu'à la puberté à peu près, il reste toujours aussi curieux. Ils ont toujours ces mêmes questions. Et puis les mêmes jeux. Ils jouent au docteur, au papa, à la maman. Et puis ils ont aussi beaucoup de besoin de l'adulte pour pouvoir répondre à tous leurs questionnements. Alors maintenant, à vous. Réfléchissez, finalement, quel adolescent étiez-vous? Est-ce que vous étiez plutôt soumis? Ou alors rebelle? Une adolescence plutôt paisible? Ou alors audacieuse? Étiez-vous plutôt timide? Ou alors à l'aise? Ces jeunes, ils sont comme vous l'avez été. Ils ont besoin de s'identifier. Alors, ils s'identifient grâce à quoi? Toujours la musique, la danse, la mode, leur propre langage, leur relation avec leurs amis. Ils ont besoin d'être reconnus. Et ils ont besoin surtout d'être appréciés dans leur famille. Et nous, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, très souvent, nous voyons cet enfant idéal, cet enfant
rêver, cet enfant où nous allons projeter beaucoup de choses, et puis nous pouvons oublier cet enfant tel qu'il est, cet enfant réel. Le jeune aussi, comme vous l'avez été, il se découvre par son corps. Alors on essaye des nouveaux vêtements, des nouvelles coiffures, et puis toutes ces émotions nouvelles qui les animent. Les jeunes, ils ont besoin aussi de s'affirmer, notamment dans les échanges avec leurs parents, avec leurs éducateurs, leurs professeurs. Ils ont besoin aussi de se confronter. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que j'arrive à telle heure? Et pourquoi pas plus tard, par exemple? Oui, ce côté bien discutailleur qu'ils peuvent avoir de temps en temps. Leur entourage amical est vraiment primordial. C'est vous poser aussi des questions. De temps en temps, pour eux, leurs amis, c'est sacré. Quand un jeune va entendre son parent, un éducateur dire franchement là, ton ami, il a une influence mais déplorable sur toi, ça leur fait trop mal. C'est comme si vous vous attaquiez à eux-mêmes. Ils se posent aussi beaucoup de questions sur leur avenir. Quand je les rencontre en intervention, c'est la première question que je leur pose. Est-ce que vous avez envie de réussir votre vie? Mais oui, ils ont envie de la réussir. Et nous, parents, éducateurs, qu'est-ce que nous leur renvoyons comme message à travers nos attitudes, à travers notre dialogue? Est-ce que nous avons un dialogue du type « Oh là là, il faut absolument faire plein d'études pour réussir sa vie et en même temps avec tout le chômage ?» Ou au contraire, est-ce que vous leur faites confiance? Je partage tout à fait ton point de vue et je trouve aussi que quelque chose qui est extrêmement touchant auprès de tous ces jeunes que nous pouvons rencontrer, c'est leur envie de réussir leur vie affective. Ils ont profondément envie de construire quelque chose, de travailler autour d'un projet de vie et ça leur tient véritablement à cœur, ce qui les rend particulièrement touchants. Maintenant, quelle voit la différence entre les jeunes d'hier et les jeunes d'aujourd'hui? Alors tout d'abord, les nouvelles technologies, on va en parler quelques mots. Les téléphones portables, qui sont quelque chose qui est quand même extrêmement présent, ils ont tout sur leur téléphone portable. Que ça aille de leur numéro de téléphone, bien évidemment, mais jusque des vidéos, des photos, leur musique. Intéressant de se poser la question, avez-vous engagé des dialogues avec eux sur cette thématique-là? Que feriez-vous sans votre portable? Comment vivriez-vous sans? Quelle importance revêt-il pour vous? On dit souvent qu'ils ont quasi leur téléphone greffé sur la main, mais c'est quand même une réalité. Il y a aussi Internet. Ils ont grandi avec, alors que nous avons dû nous adapter. Mais la chose qu'ils préfèrent avec Internet, ça va être déposer des infos dessus. La présence des réseaux sociaux, où tout est posté, tout y est mis, de temps en temps un peu naïvement. Ça me fait penser à un jeune qui me racontait qu'il cherchait un stage et il avait posté sur son profil qu'il aimait beaucoup faire la fête et pas travailler. Clairement, ça peut créer quelques soucis avec des employeurs qui peuvent venir regarder ce qui se passe sur leur profil. Il y a aussi leurs séries qui changent régulièrement, qui apparaissent, qui disparaissent avec ces idoles. Et ils aiment s'identifier à ces idoles. Ils peuvent tomber amoureux aussi. Mais oui, tu vas quand même pas rater l'épisode 4 de la série X de la saison 50 000. C'est aussi tous ces sites où ils vont aller regarder tous leurs clips, toutes ces petites séquences amusantes. La qualité, c'est pas forcément ce qui est le plus important, mais ce qui va être important pour eux, c'est le côté un petit peu insolite. Il y a aussi leur radio, avec certaines émissions, avec aussi de la musique. La musique est importante pour eux. Avec des paroles de chansons qui peuvent aussi prôner que l'amour, ça peut être difficile, que l'amour, on n'y croit plus. Profitez des temps en voiture, par exemple, pour pouvoir écouter ces musiques, pour pouvoir discuter ensemble. On se rend compte avec toutes ces nouvelles technologies, tous ces apports, toutes ces nouveautés, il va y avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté positif, ça va être véritablement, comme tu le disais, pouvoir créer un échange avec eux. Pouvoir se dire, mais c'est des lieux de parole, des lieux d'échange, des lieux de partage qui sont merveilleux. Le côté négatif, c'est que de temps en temps, le jeune, il va être confronté à des images, à des propos qui vont pas forcément être particulièrement appropriés. Et ils vont avoir du mal à vivre avec. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est là où le jeune, il a besoin véritablement de paroles d'adultes. Alors parlons justement de l'évolution psycho-affective de l'enfant. Alors, la première chose, vraiment, vraiment importante et qui est un prérequis, c'est de se dire que la sexualité chez l'enfant, elle ne revêt pas la même chose que chez l'adulte. L'enfant, lui, il va avoir une vision de son corps qui va être assez morcelée. Et la sexualité va vraiment prendre tout son sens seulement au moment de la puberté. Donc, l'important est de se dire que quand vous allez voir votre enfant qui va avoir des jeux
sexuelle, parce que ça lui arrivera pendant le temps de son enfance, c'est de ne pas avoir un regard d'adulte par rapport à ça, mais surtout de le regarder avec ce regard où il va être plus dans un stade d'exploration. Le jeune, l'enfant, il va être dans la séduction, comme d'ailleurs l'adulte aussi, mais la séduction, elle va se faire différemment, c'est-à-dire qu'elle va se faire à travers les contes dont il va être nourri, toutes les explorations qu'ils vont faire, toutes les images, tout l'imaginaire qui va se créer. L'adolescent, lui, sa séduction, elle va davantage être érotisée. Ça va être à travers les premières caresses, à travers les premiers baisers. Une chose importante à retenir, c'est d'être clair et précis avec le jeune. C'est ce qu'il attend de l'adulte. Ça, c'est quelque chose d'important, en effet, d'être clair et précis. Alors, dans cette évolution psycho-affective, commençons avant la naissance. La grossesse est une période importante où un lien s'instaure avec le père et la mère. Du côté du parent, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il va être désiré, il va être aimé. L'échographie va permettre de mettre un sexe sur l'enfant. Ça va être un garçon, ça va être une fille. Ce qui va développer des fantasmes, peut-être aussi des projections sur l'enfant. Du côté de l'enfant, l'enfant va ressentir tout ce qui se passe autour de lui. Quand la maman éprouve une grande joie, l'enfant le ressent. Quand la maman est stressée, ou alors est en tension, l'enfant le ressent également. En tout cas, cette période est importante et la relation va s'instaurer entre les parents et l'enfant. Commençons tout d'abord par l'enfant de 0 à 3 ans. Entre 0 et 3 mois, c'est la période de la fusion. L'enfant ne fait pas de différence entre lui et sa mère. Cela forme un tout pour lui. D'ailleurs, quand l'enfant a froid, on va le couvrir. Quand il a faim, on va le nourrir. Tout à fait. Et donc, il va apprendre progressivement à découvrir son corps. Et il va découvrir qu'il a du plaisir avec son corps. Quand il mange, quand on le touche, quand on le caresse, il prend conscience de ce corps. Et il va prendre conscience aussi qu'il y a des expériences très agréables, mais il peut y avoir aussi des expériences désagréables. Oui, je pense à certains enfants qui, à la naissance, peuvent être hospitalisés et qui, de ce fait-là, vont pouvoir subir des sentiments et avoir des sentiments qui sont désagréables, comme même des douleurs. Ce qu'il faut se dire, pas d'affolement par rapport à ça. Le jour où l'enfant sera récupéré à la maison, dès qu'il va retrouver cette ambiance où il va être caressé, où il va être câliné, tout ça va s'estomper très, très, très tranquillement. Ensuite, le jeune, il va se différencier de sa mère. Ça va être l'étape supplémentaire. Il va prendre conscience qu'en fait, il est autonome. Il va commencer à prendre conscience de son corps. Alors, un petit exemple pour l'imager. Simplement, vous imaginez un bébé dans un transat avec un portique au-dessus de lui. Et puis, il va agiter les pieds. Et puis, le portique va faire du bruit. Il va s'interpeller, il se demande d'où ça peut venir ce bruit. Puis au bout d'un moment, il finit par prendre conscience que c'est lui-même, en agitant les pieds, qu'il fait bouger le mobile, que ça fait du bruit et que ça lui fait plaisir. Et là, c'est la découverte du plaisir. Ça va être également l'âge de la frustration. La frustration par rapport au fait que, comme on le disait tout à l'heure, quand il va avoir froid, il ne va pas forcément toujours être couvert, ou quand il a faim, il ne va pas forcément être nourri tout de suite. Donc il va trouver des éléments de substitution, sucer son pouce, avoir un petit doudou pour pouvoir le rassurer. Il y a une période importante autour de 8 mois qu'on appelle l'angoisse de séparation. Là, il s'aperçoit que sa maman part et que sa maman revient. Et il va développer cette angoisse, cette peur. Est-ce que ma maman va revenir? D'où l'importance, à cette période-là, du doudou. De cet objet transitionnel, en fait, qui va lui permettre de pouvoir être rassuré, qu'il prenne bien conscience qu'à un moment, sa mère va pouvoir revenir. Alors jusqu'à 3 ans, c'est vraiment l'âge de l'exploration. Alors, une fois qu'il aura pris conscience, en fait, de ce corps où il est capable de faire des choses avec, le parent va développer avec lui le nez, les oreilles, où sont mes jambes. Ça va être l'âge où il va aimer les répétitions, les comptines. Ça va être aussi cette phase incroyable, cette phase du nom, où le jeune, en fait, où le bébé, le petit garçon ou la petite fille, va exprimer un nom. Des choses qui sont anodines, comme
je vais prendre un bain, tout d'un coup, l'enfant va dire non, je ne veux pas. Et il va s'identifier, s'individualiser, montrer qu'il veut devenir autonome, qu'il veut devenir différent du parent. Ça va être aussi la période du pot, où en fait, l'enfant va prendre conscience qu'avec ses sphincters, il va pouvoir déposer ses excréments. Ça va être aussi toute cette ambivalence et cette opposition qu'il va pouvoir avoir avec ses propres parents en se rendant compte que quand il fait dans le pot, maman est contente, quand il ne fait pas, maman n'est pas contente. Il peut y avoir tout un jeu qui va pouvoir se mettre en place autour de ça. Donc c'est important d'y veiller et puis de bien dire à l'enfant à ce moment-là, ou en tant que parent, ne pas s'inquiéter si jamais l'enfant ne fait pas toujours dans le pot. Ne rentrez pas dans ce jeu où l'enfant sait particulièrement aller tirer et l'exploiter. En tout cas, c'est l'âge de l'éducation silencieuse. Un temps important où vous allez pouvoir inculquer à votre enfant la notion de plaisir, de la manière dont vous vivez le plaisir dans votre famille, où vous allez lui inculquer la notion de relation, de la manière dont vous entrez en relation, que vous êtes en relation avec l'autre. Ça va être un âge important où il va pouvoir s'identifier sexué, garçon ou fille. Et ça va développer en lui une sécurité affective. C'est vraiment une période importante où les gestes, les attitudes sont vraiment importantes pour développer cette identité sexuée et développer en amont cette éducation affective et sexuelle. Alors, l'enfant de 3 ans à 5 ans, c'est une personne à part entière. Il se différencie de ses parents, il est adapté donc davantage à son environnement, il va se mettre à explorer. C'est tous les moments où toutes les questions autour de la famille, en disant mais mon père, ma mère, mon grand-père, mon frère, ma sœur, les questions autour de la mort, et puis aussi beaucoup de questions autour de la sexualité, comment on fait les enfants, d'où je viens, etc. D'un point de vue psychomoteur, on voit bien que l'enfant commence à bien coordonner ses mouvements, qu'il prend conscience de son corps. Je trouve que le dessin du bonhomme est très spectaculaire pour ça. Entre le moment du bonhomme tétard et puis après ça, où l'enfant autour de 5 ans a vraiment bien identifié les différentes parties du corps, on se rend bien compte qu'il en prend conscience. D'un point de vue intellectuel, ça va être l'âge de l'égocentrisme, où l'enfant va tout décliner par rapport à lui. C'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon jouet. Donc ça, vraiment une période très centrée autour de lui-même, il apprend à se découvrir. Au niveau de son développement psycho-affectif et sexuel, il va y avoir tout un point très important autour de la question de la temporalité. Il s'aperçoit qu'il n'a pas toujours existé, qu'au-dessus de lui, il y a papa, maman, qu'il y a les grands-parents. En dessous de lui, il peut y avoir des petits frères, des petites sœurs. Et donc, il va se poser cette fameuse question du comment on fait les bébés. Et là, il a surtout besoin d'être rassuré. Ce n'est pas tant comment on fait les bébés, mais pourquoi on fait des bébés. Et pourquoi je suis là. Pourquoi finalement est-ce que j'existe? Et donc là, c'est une période fondamentale pour lui raconter son histoire. Racontez-lui son histoire. Racontez comment ça s'est passé pendant la grossesse. Racontez ce que vous désirez pour lui. Racontez son histoire qui est belle. Racontez que vous l'aimez. C'est un âge important où il pose beaucoup de questions. Alors n'hésitez pas à répondre à ces questions. C'est important ce que tu soulignes là, Florence. Vraiment, c'est travailler auprès du jeune le pourquoi avant le comment. Tout à fait. C'est vraiment un âge où l'enfant il a besoin de réponses simples à ces questions, de réponses qui sont imagées, qui sont belles. Et c'est à travers toutes ces réponses à ces questions qu'en fait, l'enfant lui va prendre conscience de la beauté de son corps, de la beauté de ce qu'il est. L'enfant prend conscience aussi de la vieillesse et puis aussi de la mort, s'il voit par exemple son grand-père mourir. Et là, il va s'inscrire dans une génération. Il va construire aussi cette sécurité affective. Alors, entre 3 ans et 5 ans, c'est aussi le moment où l'enfant va faire la différence entre garçon et fille. Vous avez tous en tête ces petits exemples d'enfants, d'une petite fille qui va dire « Enfin, comment ça se fait que moi, j'ai pas de zizi ?» Et puis, un petit garçon qui dit « Moi, quand un jour, je porterai un enfant ». Ça va être aussi le moment où une petite fille va pouvoir tirer dans le bain avec son frère ou sa sœur, tirer dans le bain le zizi de son frère. C'est vraiment de se dire, il y a énormément de curiosité. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est de répondre à la curiosité de l'enfant. Il n'y a aucun geste sexuel
chez l'enfant à cet âge-là, c'est simplement la curiosité de se rendre compte que chacun est différent. C'est le moment où on peut poser tout ce qui va toucher autour du respect. Le respect de son corps. Par exemple, quand l'enfant va prendre son bain, il est assez grand maintenant, quand il va prendre son bain, c'est lui dire que toutes ses parties sexuelles, il peut les laver lui-même, pour lui montrer combien, voilà, ça lui appartient. Ça va être aussi un moment où le garçon va avoir des envies de masturbation. Donc, au lieu de le faire dans le salon devant tout le monde, qu'il le fasse tranquillement dans sa chambre. Tout ça touche à l'intimité. Ça va être vraiment cet âge-là aussi la naissance de l'intimité. C'est un âge également où l'enfant va avoir besoin de faire un deuil. Le deuil d'abord de se dire que, en tant que garçon, il ne portera pas d'enfant. En tant que fille, elle n'aura pas de zizi. C'est aussi renoncer au fait, et là ça va être tout le développement du complexe d'Oedipe, c'est de renoncer au fait que une petite fille ne peut pas se marier avec son père, un petit garçon ne peut pas se marier avec sa mère. Les phrases des enfants sont assez classiques. Hein, papa, le jour où je me marie avec toi, de toute façon, t'es le plus beau, quand ta maman, elle n'est vraiment pas gentille. Reprenez les phrases avec ce que veut exprimer l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Ça ne veut pas dire, vous, les mamans, que votre enfant ne vous aime plus. Simplement, il veut vous détruire parce qu'il veut capter tout l'amour du père quand c'est une petite fille. Et inversement pour le garçon. C'est le moment aussi où l'enfant, il va vouloir s'immiscer au milieu du couple parental. Et du coup, venir rentrer dans la chambre parentale sans forcément y être véritablement invité. Bien évidemment, quand il s'agit de cas de famille monoparentale, tout ce passage-là peut se faire également très facilement quand le sexe qui n'est pas présent peut être représenté par quelqu'un d'autre. En conclusion, oui, une éducation affective et sexuelle est possible entre 0 et 3 ans. Elle est même importante, primordiale. Ça va être une éducation silencieuse, une éducation où vous allez pouvoir inculquer cette notion de plaisir, de la manière dont vous allez caresser votre enfant, dont vous allez le toucher, le contact que vous allez avoir avec lui, de la manière dont vous allez inculquer cette notion de relation également. Comment est-ce que vous allez parler à votre enfant? Quelle attitude allez-vous avoir avec lui? Cette éducation est importante. C'est tout ce moment-là, entre donc 0 et 3 ans, où vont se construire les pierres et tous les fondements de l'identité sexuelle de l'enfant. Ça va lui amener une immense sécurité affective. En conclusion, l'enfant intègre que chacun a sa place. Le père a sa place de père, la mère a sa place de mère et l'enfant a sa place d'enfant. Il intègre aussi que la chambre des parents, elle est sacrée. Et que c'est important qu'il puisse respecter cette chambre parce qu'il se passe quelque chose dans cette chambre. Donc c'est important par exemple qu'il puisse frapper avant d'entrer. En tout cas, il va aussi intégrer que son corps est beau. Parlons maintenant des enfants entre 5 et 9 ans. Ça va être la découverte de l'école primaire, ça va être aussi la découverte et l'ouverture vers l'extérieur, avec souvent des activités de développement qui vont être valorisantes pour lui. Effectivement, l'enfant va comprendre qu'il ne va pas pouvoir épouser son père ou sa mère, et du coup, il va complètement s'investir d'une autre manière. Donc, d'un point de vue psychomoteur, il va briller par ses performances physiques, par sa rapidité, par son endurance. D'un point de vue intellectuel, il va continuer à désirer son parent, mais autrement. Il va essayer d'être bon élève. C'est l'âge où l'enfant va envie d'être cosmonaute, chevalier, pompier, danseuse. Ça va être l'âge de toutes les curiosités. Il va faire des collections diverses et variées. Au niveau du développement psycho-affectif et sexuel, c'est l'âge de toutes les questions. Et profitez de sa curiosité. Il est curieux, il a envie de savoir. Autorisez-le par votre attitude, par l'ouverture que vous allez avoir, autorisez-le à poser toutes ces questions. Entretenez avec lui un dialogue régulier. Quel que soit le type de questions qu'il peut poser, parce que ça peut être de très jolies questions comme maman, j'ai vu une femme enceinte », ou ça peut être aussi des mots vulgaires qu'ils peuvent rapporter à la maison. Quoi qu'il arrive, toutes ces perches qui sont tendues, mais attrapez-les. Et surtout, j'aurais envie de rajouter, faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment est-ce qu'il faut le dire? Faites-vous confiance. Répondez avec votre cœur.
En ce qui concerne les enfants entre 10 et 13 ans, Alors, l'enfant va bouger à cet âge-là. Ça va être la naissance de l'intériorité, va commencer à travailler son intimité. C'est l'âge un peu des secrets, l'âge des cabanes, des petits journaux intimes. Et puis, l'enfant va commencer un peu à perdre sa spontanéité. L'adolescence va peut-être commencer, ou la puberté va commencer à poindre son nez, et de ce fait-là, il va y avoir toute la naissance de la pudeur. Commencer à fermer la porte. C'est important de le respecter, car c'est une manière pour lui aussi de se respecter lui-même, et vous de pouvoir respecter le fait qu'il est en train de bouger. c'est l'âge aussi où on parle de préadolescence. Ah, mon préado, il est comme si. Ah, mon préado, ça y est, il est déjà dans son adolescence. C'est un terme très récent qui a été inventé par la publicité, par la presse, pour faire vendre une nouvelle cible de personnes qui peuvent acheter. À propos de tout ce marketing autour des jeunes et de ces préadolescents, l'important d'engager un dialogue avec le jeune, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va susciter à travers cette manière dont il va s'habiller. S'habiller comme une petite Lolita quand on est une jeune fille de 8 à 12 ans, mettre des soutiens-gorge rembourrés, à cet âge-là, qu'est-ce que l'enfant va susciter? Parce que à cet âge-là, l'enfant, ce qu'il va susciter, ce qu'il va aller rechercher, ça va être de l'amitié. Ça va être pas forcément avoir un caractère sexuel. Engager ce dialogue-là avec le jeune, c'est intéressant. Favoriser aussi le fait que ce sont des âges où privilégier des activités à l'extérieur de la maison, qu'ils s'engagent dans un sport, dans un hobby particulier, que ce soit du dessin, que ce soit de l'expression de toutes sortes. Au moment où ils vont vivre leur adolescence, ça va être un point d'ancrage qui va être fondamental. N'oubliez pas aussi d'instaurer un dialogue, parler de petites choses du quotidien, et puis commencer justement à préparer la puberté. Et oui, et ça c'est important, Raphaël. L'enfant a besoin d'être prévenu des transformations de son corps, de ce qui va se passer dans son corps. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin aussi qu'on donne du sens à ce qui va se passer. Et ça va passer par un dialogue confiant et respectueux. Réfléchissez, vous qui nous écoutez, vous parents, éducateurs, quel espace de dialogue permettez-vous avec votre enfant ?
Alors, dans le développement psycho-affectif, Alors, dans ce corps nouveau, ce corps qui est nouveau va pousser le jeune au narcissisme, c'est-à-dire un repli un petit peu sur le même. Il a besoin de comprendre quelles sont ses nouvelles sensations. alors il va prendre plusieurs centimètres en très peu de temps, ce qui va faire qu'il aura peut-être une attitude un petit peu gauche. Il va aussi avoir une humeur changeante. Il va être de bonne humeur et puis d'un seul coup, il va tout lâcher. La salle de bain est un endroit privilégié où il aime bien soigner son apparence, se regarder. C'est une manière de s'approprier, de comprendre qui il est. Tu vois le nombre d'heures que peuvent passer souvent ces jeunes devant la glace en essayant de nouvelles coiffures, en essayant de nouvelles tenues. Tout ça, c'est extrêmement important parce que le jeune va pouvoir identifier et surtout savoir qui il est. Ça va être un moment d'identification. Il va souvent être avec des amis qui vont soit leur ressembler ou à qui ils aimeraient ressembler. Ils vont se retrouver entre jeunes de même sexe pour essayer de mieux se comprendre. Ça va être aussi, ensuite, le moment des groupes d'amis. Ben voilà, c'est le groupe de garçons qui va être ensemble et qui va pouvoir aborder leurs thématiques communes. Souvent, ça va être les jeux vidéo, ça va être un certain nombre de thématiques autour de ça. Les jeunes filles, elles vont discuter de la taille de leur nez, la longueur de leurs cheveux, qu'elles rêveraient de les avoir frisés alors qu'ils sont raides, de la couleur de leurs yeux. C'est une manière de comprendre qui ils sont. Et puis après ça, quand on est en bande, bien plus facile de pouvoir aller aborder l'autre sexe. La bande de garçons va aller rencontrer la bande de filles. Et c'est le moment où, en fait, le jeune va être amoureux de l'autre sexe en général. Donc, peu importe de savoir, c'est le garçon, c'est les filles en général qu'ils vont aimer. Et puis, petit à petit, ça va être le type de fille. Oui, ben moi j'aime bien les grandes brunes ou les petites blondes. Et puis une fille va pouvoir se dire aussi, eh ben voilà, moi ce que j'aime bien, c'est le garçon aux yeux bleus, celui qui a tel caractère, tel tempérament. Donc ça va être vraiment la découverte de l'autre sexe. Et puis, c'est aussi un moment où on va tomber amoureux tout le temps. Un garçon me regarde, j'ai le cœur qui bat. Une fille va avoir un joli décolleté, et là, je tombe amoureux. Maintenant, il va y avoir le moment du premier choix. Ce premier choix, ce premier petit ami avec lequel je vais rester du temps, ou avec qui je vais passer beaucoup de temps, je vais souvent choisir celui que je crains le moins. Celui qui va me ressembler ou qui va avoir partagé quelque chose avec moi, une situation personnelle commune, des parents par exemple qui ne seront plus ensemble ou une timidité. C'est ce qui va permettre que les jeunes puissent se rassembler. Très souvent, ce premier amour ne continuera pas. Mais certaines fois, il peut continuer. Et il arrive à un moment où ces couples-là auront besoin de se rechoisir sur les bases de leurs différences. Finalement, cette période de l'adolescence, elle est très importante. C'est une période où ils vont préparer leur avenir. C'est une période où ils ont besoin, de la part de vous, parents, éducateurs, besoin de respect, besoin aussi d'être valorisés dans une période où ils passent de l'enfance à l'âge adulte. C'est une période un peu bancale. Cette période de l'adolescence, elle est souvent vécue comme une crise. Mais cette crise, elle est bonne, même si elle est souvent difficile à vivre pour les parents ou alors les éducateurs, les professeurs. Parce que cette période, elle va permettre aux jeunes de se construire, de construire sa vie, de construire son identité. Il va s'éloigner dans un premier temps, mais il va revenir ensuite vers ses parents, vers l'éducation qu'il a reçue, pour prendre pour lui ce qui lui semble bon. Et donc, vous, parents, vous, éducateurs, les jeunes ont besoin que vous les accueilliez, quel que soit leur comportement, quelles que soient leurs attitudes, ils ont besoin de cet amour inconditionnel de votre part. Et en même temps, ils ont besoin aussi de limites, que vous puissiez les cadrer aussi, qu'ils n'aillent pas forcément au mur dans leurs attitudes. Je dirais même que c'est une période en fait où la chrysalide va devenir papillon. Et en tant qu'éducateur, en tant que parent, dites-vous, quel est ce papillon que je peux voir dans cette chrysalide qui m'énerve tant aujourd'hui ? Alors, maintenant qu'on a compris comment était le jeune, comment est-ce qu'il grandissait, maintenant ce qui est important de se poser comme question, c'est comment l'informer ? Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment est-ce qu'il faut le dire ? Quand est-ce qu'il faut le dire ? En tant que parents, en tant qu'éducateurs, nous pouvons avoir des freins. On peut avoir des sentiments tels que la peur. Oh,
Comment est-ce que je vais le dire? Quand est-ce qu'il faut le dire? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Il peut y avoir de la gêne. Mais est-ce que je vais être obligée de parler de mon intimité? Il peut y avoir aussi de l'inquiétude. Mais si mon enfant rencontrait un pédophile, si ma fille tombait enceinte, et le sida, il peut y avoir aussi une non-connaissance, ou plutôt une mal-connaissance de ce que vit le jeune, dans une société qui va très vite, qui bouge très vite. Est-ce que vous sauriez aujourd'hui pouvoir identifier vos freins? C'est important de connaître vos freins. Si vous connaissez vos freins, c'est ainsi que vous pourrez libérer votre parole. Il existe 2 sortes de dialogues en éducation affective et sexuelle. Le premier dialogue, ça va être un dialogue positif. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de beau à vivre. La sexualité, c'est chouette. C'est une éducation à la relation. Comment est-ce que je vais être en relation avec l'autre? Ça va être une éducation affective. Comment aimer? L'objectif, c'est vraiment de transmettre aux jeunes quelque chose de beau, qu'il ait comme regard que la sexualité, c'est quelque chose de beau. Et il y a un deuxième dialogue, ça va être un dialogue plutôt préventif. L'objectif, ça va vraiment être de protéger le jeune d'une sexualité dégradante. Ça va lui permettre non pas d'avoir peur de toute chose et puis de ne plus oser sortir de chez lui, mais d'anticiper des situations où il pourrait se sentir mal à l'aise. Nous vous invitons à réfléchir. Et vous, comment est-ce que vous parlez de sexualité à vos jeunes? Et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Parler de ses peurs à son jeune, à son enfant, ça va lui donner l'impression que vous êtes persuadé qu'il va faire des bêtises. Ça me fait penser à une jeune que j'ai rencontrée récemment qui avait un préservatif dans son sac qu'elle n'avait reçu je ne sais où, et sa mère est tombée dessus. Et sa mère lui a pointé le préservatif sous le nez, que j'imagine qu'elle avait trouvé le matin, donc la mère s'est fait tout un film, et lui a présenté sous le nez en disant « Ça y est, je suis sûre que tu couches ». Et la fille me disant « Mais je ne comprends pas comment ma mère peut croire ça de moi ». Et vraiment, le fait que sa mère ne croit pas ce qu'elle vivait, là où elle en était, a été profondément difficile à vivre pour cette jeune fille. La confiance que vous allez instaurer avec votre enfant est primordiale. Ça me fait penser à cette réflexion de Xavier Lacroix, qui est philosophe. Les jeunes parlent d'amour, nous, adultes, nous répondons préservatif. En d'autres termes, les adultes ont peur et répondent par la peur, alors que le jeune a besoin de sens. Et vous, quelles sont les mises en garde que vous avez? Votre intention, elle est bonne, mais qu'est-ce que vous cherchez? Et puis, qu'est-ce que vous obtenez? Les jeunes me disent souvent, oui, le dialogue des parents, on le connaît par cœur, c'est véritablement, c'est attention, les garçons, ne couche pas, ne bois pas trop. C'est pas ça ce dont ils ont envie d'entendre. Ils ont envie d'être informés. Informés parce que pour eux, ça va être une porte d'accès pour pouvoir se connaître, pour accepter ce corps qui est nouveau, pour accepter tout ce ressenti qu'ils découvrent. Quand un garçon, par exemple, se regarde X fois dans la glace, refait sa coiffure, quand il sent quelque chose envers une fille, qu'est-ce qu'il cherche finalement? À connaître son anatomie? Ou alors se comprendre différent aujourd'hui par rapport à hier? Les jeunes ont profondément besoin aujourd'hui d'être rassurés par rapport au fait qu'ils sont normaux. Ce qu'ils vivent dans leur corps, le fait de ne pas se connaître, le fait d'avoir besoin de se découvrir, c'est quelque chose qui est normal. Et puis leur corps, c'est quand même leur compagnon. Par exemple, quand une jeune fille sent son cœur battre pour un garçon, quand un garçon voit une fille qui lui sourit. Quand est-ce qu'il faut informer le jeune? Eh bien, j'aurais envie de vous dire, c'est jamais trop tôt. Saisissez, depuis qu'ils sont tout petits, toutes les occasions que vous pouvez pour pouvoir parler et engager un dialogue. Comment sont les jeunes par rapport à l'affectivité et la sexualité? Certains d'entre eux vont se taire, vont pas parler. Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit effectivement, ils sont particulièrement timides, ou soit, d'autres fois, ils ont vu peut-être des images qui les ont particulièrement choqués. Profitez de chaque moment, de chaque événement. Vous voyez une femme dans la rue qui est enceinte, c'est une occasion d'en parler. Vous voyez une publicité avec une femme dévêtue, c'est l'occasion d'en parler. Vous voyez un article dans un journal, parlez-en.
Profitez de chaque moment, faites-vous confiance, parlez avec votre cœur, parlez d'une manière simple. Surtout, faites en sorte qu'il n'y ait pas de sujet interdit, que votre enfant ne pense pas qu'il y ait un sujet interdit. Et quand vous vous sentez mal à l'aise par rapport à une question, il y a une chose toute simple à faire. Retournez la question au jeune. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu sais exactement? Parce que nous, en tant que parents, nous pouvons imaginer plein de choses. Et nous nous faisons notre petit film intérieur. Et nous avons peur. Et nous allons nous inquiéter. Alors que souvent, le jeune, c'est une question tout à fait simple qu'il nous pose. Ça fait penser justement à ce petit garçon de 6 ans qui vient voir sa mère et qui lui demande « Mais maman, qu'est-ce que c'est sexe ?» La mère, trop ennuyée, trop gênée, se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que veut mon enfant ?» Commence avec des explications un petit peu compliquées, puis au bout d'un moment dit à son fils « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et le petit garçon tendre une feuille où c'était marqué « Nom, prénom, sexe ». Donc, tout simplement, il avait envie de savoir masculin, féminin. Donc, l'intérêt de retourner la question. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu entends par là? J'aurais envie de rajouter aussi que, de temps en temps, le jeune, il va s'adresser de manière crue. À côté de ça, un enfant n'est jamais trop jeune pour qu'on réponde à des questions qui concernent son corps. Et puis d'autres fois, il va vous demander 10 fois la même question. N'hésitez pas à répéter. Si il vous les redemande, c'est peut-être qu'il a besoin de plus d'explications parce que la fois précédente, il n'avait peut-être pas tout intégré. Et puis aussi, vérifiez si vous êtes toujours d'accord pour parler de ces questions-là. N'oubliez pas que l'enfant écoute ce qu'il a besoin. Si vous avez l'impression de partir dans des explications et que il y a toujours un moment où l'enfant, quand il aura la réponse à sa question, il retournera jouer. Donc, n'ayez pas peur de trop en dire, parce que l'enfant n'écoute que ce qu'il a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, Raphaël? Alors, à côté de ça, je dirais pas de long discours. Parce que le jeune pourrait se dire, en fait, il cherche à se débarrasser du problème. Mais insistez surtout sur la beauté. L'information, certes, elle est importante, mais restez succinct par rapport à leur questionnement. Ça me fait penser à une institutrice qui avait expliqué l'accouchement à des jeunes enfants de 10-11 ans et qui, avec beaucoup de bonne intention, a voulu leur montrer un film sur l'accouchement. Et en fait, les jeunes ont été profondément choqués par ces images qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Entre 5 et 8 ans, l'enfant est préoccupé par lui, par son histoire. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, c'est vraiment la période où vous allez pouvoir lui raconter son histoire. C'est aussi une période où l'aspect affectif est important. Dites-lui que aimer c'est beau, que aimer c'est donner. Aimer c'est faire attention à l'autre. Entre 8 et 11 ans, ça va être vraiment les questions du comment. Tout ce qui va toucher autour de l'anatomie. L'enfant, très vite, il va vouloir sortir de ce discours vraiment bébé, en disant, dans le quotidien, que vous parliez des organes génitaux, en disant la zézette, le zizi, c'est une chose. Maintenant, quand vous parlez d'anatomie, prenez des mots précis. C'est un pénis, il y a une vulve, qu'un jour, la petite graine du papa va rencontrer la petite graine de la maman, et il faudra parler de pénétration, et que c'est le spermatozoïde qui va rencontrer un ovule. Important d'avoir ce discours juste et vrai. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire aider d'un livre. Vous pouvez en trouver de toutes sortes en librairie. Ensuite, il y a la période 12 ans, plus ou moins, selon l'avancement de la puberté. Le jeune se pose beaucoup de questions autour de cette puberté, ce qui peut provoquer également des inquiétudes. Et c'est important, là, d'être présent, d'être vigilant, d'avoir un dialogue ouvert. Et en même temps, d'avoir un dialogue qui ne soit pas envahissant, parce que l'enfant a besoin d'une certaine intimité, a une certaine pudeur en lui. Donc, n'hésitez pas à favoriser le dialogue avec lui, à discuter avec lui de ces changements de la puberté. À l'âge de l'adolescence, où il va venir un peu chatouiller l'adulte, aidez le jeune à accepter tous ces changements. Aidez-le à s'accepter comme il est. Acceptez ses interrogations. Ils sont profondément sincères dans ce qu'ils peuvent dire.
Dites-lui, apprenez-lui à comprendre qui il est. L'adolescent, lui, il va devoir accepter tous les changements. Il va apprendre à comprendre qui il est. Et vous, les adultes, vous pouvez être là pour ça. Il a besoin de comprendre qui il est. Et ça, c'est tellement important qu'il puisse le parler, le dire. L'objectif de ce dialogue, c'est que l'enfant sente qu'il n'y ait pas de tabou en vous, que vous laissez la porte ouverte à toutes sortes de dialogues. Alors nous pourrions vous parler pendant des heures et des heures d'anatomie, des changements, de la puberté, de l'évolution psycho-affective du jeune. L'essentiel, c'est le dialogue et la relation que vous allez avoir avec votre enfant. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, vous pouvez aller acheter des bouquins. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez inventer, créer le dialogue qui vous convient et qui convient aux jeunes. Alors, de cette information, qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est que cette information, elle soit précise, elle soit exacte, qu'elle soit scientifique. Les enfants le sentent très bien quand vous êtes mal à l'aise. L'idée, c'est aussi de se poser la question que si je suis gênée ou je ne sais pas répondre à une question, je peux tout à fait aller me renseigner, aller regarder avec lui sur Internet ou, comme le disait Florence, prendre un livre. C'est l'humilité de dire que je ne connais pas ces sujets-là. Il y a aussi peut-être des peurs à exorciser, parce que la sexualité, ça peut être quelque chose d'angoissant par rapport à des choses entendues, des choses vues. Par exemple, une jeune fille me disait en intervention que elle ne comprenait pas pourquoi ses seins ne poussaient pas à la même grandeur. Et elle n'osait surtout pas en parler à sa mère, alors que c'est quelque chose tout à fait normal, c'est une étape tout à fait normale, et tout est redevenu en ordre après. C'est au moment de l'adolescence, c'est d'insister sur le fait que le corps se transforme et que c'est quelque chose qui est beau. Parler de la beauté du corps, de ce corps qui se transforme pour pouvoir donner la vie un jour. Insistez vraiment sur la beauté du corps. Le corps est beau. Le corps est beau à donner, à se donner. Un dialogue important. Un dialogue autour de la contraception. Un dialogue qui va permettre de savoir quand est-ce que je vais choisir cette contraception. Je la choisis seule, je la choisis à deux, je la choisis avant une relation sexuelle ou je la choisis après. Je la choisis dans l'urgence, je prends le temps. Qu'est-ce que je pense de l'abstinence et de la fidélité ? Toutes ces questions-là sont très intéressantes à engager avec le jeune. Il y a aussi un dialogue à instaurer sur l'homosexualité. Le jeune, pendant sa puberté, traverse une période qui s'appelle l'homophilie. Cette homophilie est vraiment à différencier de l'homosexualité. C'est une période où le jeune a peur de l'autre sexe, parce que l'autre sexe est différent. Et parce qu'il a peur de cet autre sexe, il va se rapprocher du même sexe. À tel point qu'en se rapprochant du même sexe, eh bien, il peut avoir des sensations, il peut sentir des choses en lui, que ce soit physique ou émotionnel, qui le troublent. Et là, il peut se poser la question de l'homosexualité. Et pourtant, non, c'est une période tout à fait normale pour se rassurer. C'est une période où il va flotter, c'est une période de flottement, mais il va se rassurer en allant vers le même sexe. Il est bon pour le jeune de savoir que cette période est tout à fait normale et permet à sa construction sexuée. Mais qu'il ne s'enferme pas forcément dans cette homosexualité parce que la maturité sexuelle se construit et continue à se construire jusqu'à une vingtaine d'années. En intervention, quand nous rencontrons les jeunes, quand nous leur parlons de toute cette période-là, combien ils sont rassurés de savoir que tout ce trouble émotionnel qu'ils peuvent avoir est quelque chose qui est tout à fait normal. Important d'engager un dialogue autour du plaisir. C'est pas quelque chose qui est forcément facile. Parce que parler du plaisir, on pourrait avoir peur de se dire « mais j'ai pas du tout envie de parler de ce que je vis moi. Ça me concerne moi, mon intimité. » C'est pas ça. Laissez le jeune découvrir, lui, son propre plaisir. Mais c'est simplement dire que le plaisir sexuel, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Que prendre du plaisir avec son corps, c'est quelque chose qui est bien et qu'il n'est pas à négliger. Mais ce plaisir, il se construit. Quelle place pour le plaisir aujourd'hui ? Israël Nissan, qui est gynécologue, il parle, lui, du droit au plaisir
qui est devenu aujourd'hui un devoir de plaisir, un peu comme une obligation. Et nous rencontrons régulièrement des couples qui ont tout essayé et qui en sont blasés et qui ne savent plus aujourd'hui avoir de plaisir. Donc le plaisir, oui, mais non pas devenir esclave de ce plaisir. Quelle place dans la relation s'il n'y a que du plaisir? Quel juste équilibre trouver entre plaisir et relation? Se dire aussi que le plaisir sera accru, augmentera, si la notion de relation rentre dans le dialogue, rentre dans la sexualité. C'est aussi parler du plaisir solitaire. Le jeune, dans sa sexualité, va avoir un plaisir qui va être assez égoïste. Et ça, c'est normal. Mais par contre, engager un dialogue avec lui sur cette notion-là va pouvoir lui faire prendre conscience que le plaisir, quand il est vécu à deux, est beaucoup plus important. Que mettre en concordance ses gestes, que mettre en concordance ce dont on a envie ne fait qu'augmenter le plaisir. Parlons maintenant, Raphaël, de la pornographie. Les jeunes sont curieux. Les jeunes ont besoin de savoir. Les jeunes vont aujourd'hui chercher de l'information. C'est leur force, mais c'est aussi leur talon d'Achille. Quelques chiffres autour de cette pornographie. Aujourd'hui, il y a 12% de sites porno, c'est-à-dire 25 millions. Aujourd'hui, il y a 25% de mots dans les moteurs de recherche qui concernent la pornographie, ce qui fait 68 millions par jour. Il y a 35% de téléchargements qui concernent le porno. Il y a 8% de mails, c'est-à-dire 2,5 milliards par jour. Chaque seconde, il y a 28 258 internautes qui sont en train de regarder du porno. Mais alors, cette pornographie, qui est-ce qui la consulte? Le jeune, il se pose la question de manière très légitime, comme chacun se l'est posé, c'est « mais en fait, qu'est-ce qui se passe pendant une relation sexuelle ?» Et de ce fait-là, ils vont consulter des sites pornographiques. 70% des jeunes de 18 à 24 ans consultent des sites pornographiques. 89% de ces sites nous viennent des États-Unis. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que de temps en temps, les jeunes vont être confrontés à ces images de manière véritablement involontaire. 34% voient des images de manière involontaire. Se dire aussi que la moyenne de la première vision de ces images, qu'elles soient volontaires ou involontaires, est à l'âge de 11 ans. J'aurais envie de vous raconter cette petite anecdote de ce garçon de 11 ans qui a tapé tout à fait naïvement sur Internet, parce qu'ils vont y piocher de l'information, comme on disait tout à l'heure, que comment un père et une mère font l'amour. Et il est tombé sur une multitude d'images qui ont été véritablement difficiles à voir pour lui. Mais c'est aussi un marché qui est particulièrement juteux. C'est 2300 € par seconde qui sont générés. 4 milliards d'euros. C'est véritablement énorme. Si nous vous parlons de pornographie, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais c'est une réalité qui est très présente dans nos interventions auprès des jeunes. Aujourd'hui, la pornographie éduque les adolescents parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Parce que les adultes ne sont pas forcément présents, ils ne savent pas vers qui s'adresser, donc ils vont s'adresser, ils vont se tourner vers le porno. C'est une manière d'avoir de l'info, mais c'est quelque chose de très violent. Et l'enfant, le jeune, l'adolescent n'a pas une maturité psychologique suffisante pour accueillir, pour intégrer cela. Et quand il regarde ces images violentes, elles s'impriment dans sa mémoire. Et elle reste imprimée dans sa mémoire. Alors la question à se poser, c'est pourquoi tant de succès auprès des jeunes? Pourquoi est-ce que la pornographie a colonisé véritablement la sexualité des jeunes? La première explication, c'est qu'ils ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre. Et puis que quand ils voient ces images, ils sont envahis d'émotions qui sont très contradictoires. À la fois de l'excitation, mais également du dégoût. Et ça, ils ne savent pas le gérer. Et s'ils n'ont pas des oreilles d'adultes à qui ils peuvent venir le confier, ça va générer chez eux des sentiments qui sont très contradictoires et très difficiles à gérer. Ce qu'ils vont chercher également, ça va être des conseils. Comment avoir une relation, comment être performant, surtout chez les garçons.
Ils vont rechercher des idées de pratique. Il faut que j'assure au lit. C'est tellement important. Et pourtant, ce que renvoie la pornographie, ce n'est pas la réalité de ce que vit un couple. Ce que renvoie la pornographie, c'est que tout est possible, mais ça ne l'est pas vraiment, pas forcément dans un couple. Ce que renvoie encore la pornographie, c'est que la femme, elle est comme un objet, elle dit oui à tout. Et finalement, quelle place pour le sentiment? Si le jeune ne voit que ça comme image, si le jeune ne s'éduque que par rapport à la pornographie, quand il va se retrouver face à une femme, il ne saura pas comment faire. Du coup, le jeune se pose beaucoup de questions par rapport au plaisir. Tous ces films mettent énormément en avant le plaisir masculin. La femme, elle semble éprouver du plaisir, mais pourtant, quand les jeunes mettent en pratique ce qu'ils voient dans les films, ils se rendent compte que les femmes n'ont pas de plaisir. Et du coup, ça pose véritablement des problèmes dans la construction de leur sexualité. Et l'ado n'arrive pas à relativiser par rapport à ça. Il faut forcer la femme, c'est ça qui lui donne du plaisir? Il faut absolument être performant? Il ne s'y retrouve pas forcément. Les conséquences de la pornographie, ça va être pas mal de complexes. Le jeune garçon va se dire que la taille de son pénis, on en a parlé tout à l'heure, n'est véritablement pas à la hauteur, et puis que les performances qui sont réalisées dans les films, il a beau essayer d'essayer, ça marche pas vraiment. C'est mélanger l'érotisme et la pornographie. Que les jeunes aient besoin d'un imaginaire pour construire leur désir, pour construire leur érotisme, bien sûr que c'est important. Mais est-ce que la pornographie est le seul moyen ? J'aurais même envie de rajouter, Raphaël, que la pornographie va couper cet érotisme et va couper l'imagination. Alors qu'un couple doit imaginer. Alors qu'un couple a cette capacité d'imaginer. Quels sont les risques de la pornographie? Le premier des risques, c'est vraiment d'avoir un décalage, de vivre ce décalage entre ce que transmet le porno et ce qu'est réellement une histoire de couple, une vie de couple, une relation sexuelle. Un autre risque, c'est de tomber dans la dépendance. Le jeune peut regarder un premier film porno en se disant « voilà, je vais voir ce que c'est, je vais me rassurer ». Mais ça ne le rassure pas vraiment. Il va regarder un deuxième, un troisième, et il risque de s'enfermer là-dedans. À tel point qu'aujourd'hui, aux États-Unis, des cliniques ouvrent des unités spéciales de désintoxication du porno. Du coup, pour le jeune, pornographie égale excitation. Au départ, qui dit excitation dit aussi très souvent masturbation. Au départ, ils vont regarder un film, avoir une attitude de masturbation, parce que cette tension, en tous les cas chez les garçons, il va bien falloir la libérer. Et puis ils vont se rendre compte au bout d'un moment que finalement, ces films, l'intensité du film n'est pas suffisante. Et ils vont se mettre à regarder des films de plus en plus hard. Et nombreux sont les jeunes qu'on peut rencontrer qui au départ démarrent par des sites qui sont pornographiques et puis qui vont dériver petit à petit dans la zoophilie, dans la nécrophilie. Donc, il y a vraiment ce risque-là d'addiction. Aussi, également, chez les jeunes filles, des problèmes de fond consentement. Elles regardent de temps en temps les films avec les garçons, puis elles se disent, effectivement, si je veux avoir une sexualité qui soit qui soit dans le vent, il faut bien que je reproduise ce qu'il y a dans les films. Du coup, elles vont avoir accès très tôt à une sexualité orale, à faire des fellations par exemple, voire même des sodomies, et alors qu'elles n'en ont pas forcément envie. Et ça, très souvent, nous avons ces dialogues avec les jeunes qui nous disent « Mais madame, tous ces préliminaires dont on nous parle dans les films pornographiques, mais moi franchement, j'ai pas envie de les faire, mais je suis bien obligée quand même. » Comme s'il fallait cocher des cases. Quelque chose qui est véritablement important. Vous, en tant que parent, en tant qu'éducateur, engagez un dialogue autour de la pornographie. Remettez la pornographie à sa juste place. Que des adultes regardent des films est une chose. Que des enfants y aient accès ou des jeunes y aient accès en est une autre. Prévenez également vos enfants qu'ils vont peut-être tomber sur une image porno. Rassurez-les, ils ne l'ont pas forcément fait exprès. Là aussi, que les enfants sentent qu'il y a un dialogue ouvert, qu'il y a une porte ouverte et qu'ils peuvent en parler. Nous rencontrons beaucoup de jeunes
qui sont tombés sur des images porno, même très jeunes, et qui sont tombés d'une manière tout à fait fortuite, mais qui n'osent pas en parler, qui se culpabilisent par rapport à ça. Laissez cette porte ouverte. Osez en parler avec vos jeunes. Je vous laisse imaginer dans la tête d'un enfant quand il va regarder ces images pornographiques et qu'il va transposer ça à ses propres parents en se disant « mais mes parents font ça, mais c'est pas possible ». Donc il peut y avoir un immense dégoût. Donc vraiment, ce dialogue, il est vraiment fondamental. Alors, Raphaël, comment est-ce que nous pouvons rassurer ces jeunes? Ça, c'est vraiment un point particulièrement important. Le jeune, il est souvent assez angoissé par rapport à ce qui peut lui arriver, par rapport à sa puberté. Il a besoin de se connaître, il a besoin de vivre sa condition humaine d'être sexué. Alors, il y a une chose importante à transmettre à vos jeunes, c'est vos valeurs. Vous avez des valeurs. Et ces valeurs sont très présentes dans la sexualité et dans le message que vous avez envie de faire passer à vos jeunes. Il y a toute cette éducation en amont, cette éducation silencieuse dont nous vous avons parlé tout à l'heure, qui se vit jour après jour. Alors, ces valeurs qui sont importantes pour vous, vivez-les. Vivez-les d'une manière joyeuse, que les enfants aient envie de reproduire ces valeurs. Révélez également les valeurs qu'ils vivent. Félicitez-les quand ils font quelque chose qui est agréable. Ayez aussi un idéal raisonnable. Si vous mettez un idéal beaucoup trop haut, le jeune ne pourra pas l'atteindre et risque de se décourager. Je dirais aussi l'importance de créer du lien pour favoriser le dialogue. Faites-vous confiance, vous, en tant que parent, en tant qu'éducateur. Vous avez beaucoup plus de compétences que vous ne l'imaginez. Ce que nous avons envie de vous partager aujourd'hui, c'est un sac à ressources. Vous êtes plein de ressources. Et ces ressources, prenez-en conscience. Ce sac à ressources, c'est un sac à trésors. Il y a des trésors dedans. Le premier trésor, ça va être des pièces précieuses. Elles sont précieuses. C'est tout ce qu'il y a de précieux que vous souhaitez transmettre à votre enfant. Réfléchissez-y. Ensuite, votre deuxième ressource, ça va être un morceau de bois. Ce morceau de bois, c'est quelque chose de solide, comme vous pouvez le voir. Ça va être toute la cohérence que vous allez pouvoir avoir. Cette cohérence, c'est moi déjà, qu'est-ce que je dis en tant qu'homme, en tant que femme? Est-ce que, en tant qu'homme, je dis « Oh, ces filles et ces femmes, on n'y comprend jamais rien » Ou, en tant que femme, dire « Ah, les hommes, vraiment, décidément, qu'est-ce qu'ils sont égoïstes » Est-ce qu'avec ces mots-là, je vais donner envie aux jeunes de devenir hommes, de devenir femmes? Cette cohérence, c'est aussi être en cohérence avec ce que l'on peut vivre. Je vais vous donner un exemple. Je suis sur la route en train de conduire et c'est limité à 70 km/h. Je roule à 90. Très souvent, le jeune il va dire « Dis donc, maman, là, tu roules un petit peu trop vite. » Si je lui dis « Oh là, tant qu'il n'y a pas de policier, ça n'a pas beaucoup d'importance. » Maintenant, le jour où lui, il va vouloir faire quelque chose à l'encontre de la loi et des règles que vous lui avez posées, et bien là, il va se dire « Tant que mes parents ne voient pas, et ben je peux y aller. » Important, cette cohérence. Ensuite, il y a les lunettes. Les lunettes qui sont importantes, ce sont des lunettes spéciales, des lunettes 3B. Non pas des lunettes 3D, mais 3B. Tout simplement parce que ce sont des lunettes qui, quand on les met, on voit le beau, le bon, le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai à être positif. Plus je serai positif avec mon enfant, plus j'aurai un dialogue positif, plus je mettrai de la confiance entre moi et mon enfant. Une autre ressource va être une passoire. Une passoire pour filtrer tout ce que le jeune va me dire. Il va pouvoir avoir des propos avec moi qui vont m'étonner, qui vont m'agacer, qui vont même quasiment m'insupporter. Mais en fait, dans le fond, qu'est-ce qu'il a véritablement envie de me dire? Je peux laisser passer tout ce qu'il me dit, et là, je peux en tirer vraiment ce qui est important pour lui. Je peux lui renvoyer, mais qu'est-ce que tu cherches à me dire à travers ces mots-là? Qu'est-ce que tu cherches à me transmettre? De quoi as-tu envie de parler? Qu'est-ce qui est important pour toi? Très important de prendre le temps de filtrer tout ce que le jeune va pouvoir vous dire. En vous donnant un exemple,
Par exemple, c'est une fille de 16 ans qui vient vous voir et qui vous dit écoutez, voilà, je voudrais aller passer 10 jours à Barcelone pour sortir en boîte et m'amuser. Soit vous lui dites non mais alors, ça va pas la tête. Et là, effectivement, vous n'avez pas filtré grand-chose. Par contre, si vous vous mettez à lui poser des questions, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi tu as envie de partir en vacances avec des amis? Là, vous allez engager un dialogue. Et puis très souvent, vous allez vite vous rendre compte que, en fait, toutes ces envies, tout ce dont le jeune a envie, c'est pas forcément toujours très réalisable. Un autre trésor, ça va être l'agenda. L'agenda pour fixer des rendez-vous avec votre jeune. Quand le jeune est petit, en général, il est demandeur de rendez-vous, il est demandeur de temps privilégié avec son parent ou même avec un éducateur. Quand il est plus grand, en général, l'ado prend de la distance avec le parent ou même avec ses professeurs. Et pourtant, quand on lui propose un temps gratuit, un temps où il n'y aura pas de remontrance, un temps où il sait qu'il va pouvoir être lui-même, qu'il va pouvoir parler sans jugement, il en demande de ce temps et il peut en redemander aussi. Ça va être, par rapport à cet agenda, ça peut être un temps aussi où, avec le jeune, vous pouvez projeter des choses, vous pouvez prévoir des choses, vous pouvez inventer un avenir ensemble. Et ça, les ados, ils aiment beaucoup aussi. Ça peut être par exemple, imaginez, des vacances ensemble, comment les organiser. Et ben voilà, toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donner des responsabilités à chacun, ça en fait partie. Alors une autre ressource que vous avez aussi, c'est un cadre. Un cadre qui va mettre des limites, tellement important pour le jeune. Ces limites, c'est ça qui va le rassurer. C'est grâce à ces limites qu'il va pouvoir grandir. Maintenant, également se poser la question que quand ces limites sont toujours transigées, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans le cadre. Maintenant, c'est aussi tenez-vous à ce que vous dites. Si vous dites non, c'est pas pour dire oui 2 heures après. Si le jeune sent une faille, il en profitera tout le temps. N'ayez pas peur de poser des limites. C'est vraiment important pour lui. Et en même temps, avec ces limites, il y a autre chose qui est très important, un trésor. Ça va être le cœur. Le jeune, il a une intimité. Il peut avoir aussi une pudeur. Et c'est important de respecter cette pudeur, cette intimité. Par exemple, en frappant avant d'entrer dans sa chambre. En n'allant pas farfouiller sur son portable, ni dans ses affaires, dans ses sacs. Parce qu'il est certain qu'un parent ou un éducateur ou un adulte qui n'a pas confiance ou qui a peur, il devient très vite assez maladroit. Et de ce fait-là, pour pouvoir se rassurer, il va aller piocher et chercher dans l'intimité du jeune. Nous vous invitons maintenant à réfléchir, finalement, de ce sac, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre dedans? Qu'est-ce que vous auriez besoin? Et qu'aurait besoin votre jeune pour vraiment construire ce dialogue ensemble et un dialogue qui soit constructif? C'est aussi travailler avec le jeune autour d'une sexualité unifiante. La sexualité, certes, c'est déjà le corps, comme on en a parlé, ce corps qui change, ce corps qui bouge, ce corps qui a des pulsions, et les pulsions, elles sont bonnes, c'est quelque chose qui est très positif. Ça veut dire aussi qu'on est vivant. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Et puis, de parler aussi de cette sexualité unifiante, non seulement parler du corps, mais aussi parler du cœur. Comment est-ce que j'aime? Comment est-ce que j'ai envie d'être aimé? Comment est-ce que j'entre en relation avec l'autre? C'est aussi, la dernière dimension, c'est toute la dimension du cerveau. Cette dimension où le jeune va choisir, où le jeune, il va permettre de pouvoir faire agir sa volonté. Oui, j'ai des pulsions avec mon corps, j'ai des envies, j'ai des sentiments pour quelqu'un, mais maintenant tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Important que le jeune, il entende que tout ce qui se passe dans son corps, de ce qui se passe dans son cœur, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas forcément. C'est là, mais c'est là, et ça montre qu'il est vivant. Maintenant, par rapport à son cerveau, qu'est-ce que lui va choisir? Qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'il met derrière tous ces gestes? Qu'est-ce qu'il va mettre aussi derrière les actes qu'il va poser? Où est sa responsabilité? Ce cerveau, il permet également d'anticiper où est-ce que va me conduire cette sexualité.
ses relations sexuelles qu'il peut envisager. Ce cerveau va lui permettre aussi de créer des liens entre tout ce qui se passe dans son corps. Ce cerveau aussi va permettre d'engager un dialogue, une réflexion. Nous nous rendons bien compte, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, que nous avons cette responsabilité d'aider le jeune à grandir de manière harmonieuse, de vivre sa sexualité avec liberté, de l'aider à s'épanouir pour qu'il puisse construire une sexualité harmonieuse. C'est aussi l'aider à vivre la frustration. C'est ça aussi qui le fera grandir. Alors n'hésitez pas à engager ce dialogue, il est tellement important. N'hésitez pas à l'engager avec un petit côté scientifique, de l'admiration pour tout ce qu'il peut vivre, et puis n'oubliez pas aussi avec une petite dose d'humour. Pour terminer, en 2 mots, n'ayez pas peur, soyez lucide, mais ayez confiance, soyez vraiment l'adulte dont le jeune a besoin.